Bonjour, bienvenue sur Ping, un podcast sur le leadership conscient. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Chanty de Chanty Biscuit. Oui. Enfin, pas que de Chanty Biscuit d'ailleurs, mais on va parler de Chanty Biscuit Oui. quand même. Comment ça va? Très bien, merci. Est-ce que tu peux d'abord nous raconter l'histoire de Chanty Biscuit? Peut-être qu'on va commencer par là. Oui, donc j'ai eu l'idée de Chanty Biscuit par hasard, par destin. À un anniversaire, on m'a offert un kit avec plein d'accessoires de cuisine rigolos. Et dedans, il y avait un tampon à biscuits. Et sur le tampon, il y avait marqué « Approuvé par le chef ». Donc j'ai fait les biscuits et je me suis dit, c'est marrant d'avoir un message sur un biscuit, mais approuvé par le chef, c'est nul. Ça aurait été mieux si j'avais pu choisir le message du tampon. Et donc je me suis imaginé avoir des biscuits avec plein de messages rigolos. Et je me suis dit, mais attends, c'est trop marrant, il faut que je le fasse. Et à ce moment-là, on est fin 2012, donc il n'y a pas tous les podcasts, comment monter sa boîte, etc. Donc je me suis juste dit, je le fais pour m'amuser, en faisant les biscuits rouleaux à pâtisserie dans ma cuisine, quoi. Et puis petit à petit, je me suis pris au jeu. Et après 2 ans à faire tout à la main chez moi dans ma cuisine, c'est devenu trop gros pour moi, on va dire, et ça a construit la vraie boîte, entre guillemets. Et donc, Chanty Biscuit, c'était des biscuits personnalisés avec votre message. Vous commandez en ligne, on vous les fabriquait et on vous les livrait. Et ce qui est très fort sur Chanty Biscuit, c'est que ça a été un vrai mouvement, d'une certaine manière communautaire. Comment tu as réussi à construire ce mouvement communautaire? C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, c'est parti partout, en fait. Et il y a eu vraiment un mouvement extrêmement puissant, en réalité. Ouais, non, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose, que j'ai senti de l'intérieur sur Chanty Biscuit. Alors, je dirais que j'avais pas vraiment de stratégie en mode je vais faire ça pour créer une communauté, pour les engager, etc. Ça est venu assez naturellement en faisant. En fait, je réalisais ce que moi j'aimais, ce qui plaisait aux gens, et à force de faire, en fait, ça a marché. Et je pense que ce qui différenciait Chanty Biscuit, qui l'a rendu unique, c'est vraiment le ton de parole qu'on avait. Déjà parce que je parlais vraiment normalement, c'était vraiment authentique. Et il y avait un côté surprise et humour. On ne savait pas ce qui allait se passer sur Chanty Biscuit. Tout pouvait arriver. Je pouvais mettre n'importe quelle phrase sur un biscuit, n'importe quelle vidéo. Et c'était vraiment « venez jouer avec moi » plutôt qu'un catalogue produit. C'est quoi les phrases qui ont été les plus ou qui t'ont le plus marqué, toi, sur les biscuits, j'entends? Qui m'ont le plus marqué, j'ai plein d'anecdotes. Le biscuit qui a vraiment été le biscuit iconique de Chanty Biscuit jusqu'à la fin, c'était un biscuit avec marqué « Je te quitte, connard ». C'était le biscuit qui m'a fait réaliser ce qu'était Chanty Biscuit en termes de ligne éditoriale, etc. Parce qu'une fille m'avait commandé des biscuits avec marqué « Je te quitte » pour de vrai. Elle m'avait dit, j'ai découvert ta boîte, je vais commander pour larguer mon mec. Mais non. Vraie histoire. C'est un génie. Et donc on s'est dit, attends, on devrait aller encore plus loin et faire je te quitte connard. Et donc c'est un des premiers biscuits que j'ai produit exprès pour Insta. Et j'ai vu l'effet que ça a fait. En fait, ça a été reposté sur plein de comptes Insta, de blogs, comment larguer son mec, etc. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est ça Chanty Biscuit. C'est toutes les petites phrases du quotidien, celles qu'on pense pas avoir sur un biscuit. Tout ce qu'on n'ose pas dire à voix haute sur un biscuit. Et à partir de là, je me suis mis à trouver des phrases. Donc, ce biscuit m'a marqué. Et dans les autres qui m'ont marqué, un jour, je cherchais un biscuit pour montrer aux gens qu'ils pouvaient prendre les biscuits à la place des dragées pour leur mariage, quoi. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais mettre? Et donc, je fais un biscuit avec marqué « Les dragées, c'est pour les nazes ». Mais tu vois, pour que ça te fasse comprendre. Et ça a été le biscuit le plus commandé pour les mariages de tout Chanty Biscuit. Je pensais pas que les gens allaient vraiment le commander. Et vraiment, tout le temps. Et en fait, à la base, c'était pour Instagram ou c'était... C'était pour Insta, en fait. Moi, je l'ai fait juste pour que les gens ils se disent « Ah ouais, c'est vrai que pour les dragées, je peux utiliser, quoi ». Mais je pensais pas qu'ils allaient vraiment prendre ça. Ah, c'est fou. Et il a été commandé, mais alors que tu aurais pensé qu'ils auraient mis leur prénom, le prénom des deux mariés. Ouais. Et en fait, non, ils prenaient vraiment ça. Génial. C'était génial. C'est génial. Mais en fait, l'idée, elle est simple. Et elle était extrêmement puissante. Comment tu as réussi à en faire une communauté en ligne? On va parler après des salariés, parce que c'est la partie qui va m'intéresser, mais je serais très curieux de comprendre, parce que est-ce que c'est, tu penses, lié à ta communauté, au fait que tu sois authentique et que tu sois, entre guillemets, sur les réseaux sociaux un peu faux-folle, c'est-à-dire ta mise en scène, ton mariage, il s'est passé tellement de choses sur Chanty Biscuit, il s'est passé vraiment beaucoup de trucs. Comment tu as réussi? Parce qu'il y a l'idée, bien sûr, mais après, ce qui compte à la fin, ça reste la production, le fait de le faire. Bon, j'imagine toutes les galères pour toi, mais de livrer en temps, que les biscuits ne soient pas cassés. Voilà, ça, tous les enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux logistiques, mais comment tu fais pour créer une communauté en ligne? Parce qu'il y a beaucoup de marques qui gargarisent d'avoir une communauté parce qu'ils ont X followers sur je ne sais pas quel réseau social. Ça, c'est pas une communauté, c'est des followers, ça n'a rien à voir. Je suis d'accord. La communauté, c'est vraiment très puissant. C'est des gens qui vont partager, qui vont aimer, qui vivent avec toi le truc, quoi.
Je pense qu'il y avait plusieurs choses. Il y avait le fait que... pardon. Je laissais vraiment la place aux gens de participer. En fait, Chantilly Biscuit, c'était plus des histoires que je racontais. Tu vois, il y avait un peu des personnages, il y avait moi, il y avait mon DG, il y avait mon directeur marketing qui revenait. Il y avait des fils rouges, tu vois, genre moi qui me mets mal mon vernis pour prendre ma photo. Et donc, c'était des histoires, les gens pouvaient voir, ils pouvaient participer dans le sens où si tu m'envoyais un message, je pouvais potentiellement reposter. Donc, il y avait un truc où j'incluais les gens. Et en fait, je voyais toujours le compte Insta Chantilly Biscuit, et même Chantilly Biscuit, comme un compte perso, en fait, comme une personne. Dans le sens où je laisse l'impro. Enfin, moi, je me dis en perso, je sais pas ce que je vais poster dans 3 jours, tu vois. Ouais. Et Chantilly Biscuit, c'était pareil. Et donc, en fait, il y avait un truc en temps réel où j'ai une idée, il y a un truc qui se passe, je le vois, je le poste, n'importe qui peut mettre un truc, une blague, je reposte. Et en fait, les gens étaient inclus dans l'histoire, je pense. C'était vraiment des histoires, hein. C'était pas regardez les produits qu'on fait, c'était attends, là j'ai une blague, j'ai vu un truc qui me fait penser à un biscuit, je le poste, quelqu'un reposte. Et les gens se sentaient inclus dans l'histoire. Et puis même par la nature du produit où tu te l'appropries, tu mets ton propre message, tu as envie de le poster sur Insta. Et il y a tellement de choses qui me viennent. Vas-y. Et je pense qu'il y avait aussi un truc de... j'ai le côté girl next door. Tu vois, je pourrais être ta pote, en fait. On voit qu'elle bidouille, ce que je fais, c'est marrant et je suis accessible. Et du coup, je pense que tu es à l'aise de me parler. Et quand les gens m'envoyaient un message, j'avais vraiment l'impression qu'ils parlaient à une pote, quoi. Ouais, je sais, Chantilly, tu sais, avec plein d'émojis. J'ai vu ça, regarde, je pense à toi. Et même, tu vois, il y avait des gens... Parce que j'avais un running gag, c'était quand je vais chez Starbucks, ils écrivent jamais bien Chantilly. Oui, par définition. Et donc les gens allaient chez Starbucks et ils disaient Chantilly. Ah ouais. Et ils m'envoyaient la photo. Tu vois, il y avait des trucs. Moi, alors que j'ai jamais dit aux gens faites ça. Mais ils savaient qu'en fait j'allais répondre, que j'allais potentiellement reposter. Et donc il y avait un échange et qui participait et qui savaient qu'ils me parlaient à moi aussi. Comment tu crées cette proximité ? Parce qu'en fait, tu vois, ça fait quand même longtemps que j'évolue dans ces sphères-là. Et cette proximité, elle est pas si simple à créer. C'est-à-dire que tu répondes aux gens, c'est une chose. Tu vois, moi, par exemple, sur Vlan, je réponds à tout le monde. Sur LinkedIn, je réponds à tout le monde. Mais tu vois, j'ai jamais vu personne créer un truc avec Vlan, par exemple, ou Ping. Oui. Tu vois. Et ça, c'est quand même un cliquet que tu as passé. Et je suis très curieux de comprendre. Enfin, je sais même pas si tu l'as... je ne saurais pas donner une vraie explication, mais je pense qu'il y avait aussi l'idée que quand j'avais une blague ou que je pensais à un truc drôle, je le postais sans me poser de questions et que les gens rebondissaient. Par exemple, quand je voyais un truc qui ressemblait à un biscuit, tu vois, une table avec le bord en vague comme ça, je le repostais et je disais c'est la Chantilly-table. Truc comme ça, tu vois. Ouais. J'ai une idée, je le poste et là, tout le monde, en fait, m'envoie leurs photos. « Oh, regarde, la Chantilly-jupe, la Chantilly-chaise. » Et en fait, ils savaient que j'allais potentiellement reposter. Et je pense que le fait que je vive mes blagues, ça inclut les gens dedans. Enfin, il y a un truc par là où c'était pas cadré, léché, commercial. C'était vraiment... elle a l'air de s'amuser avec son délire. J'ai envie de jouer avec elle, quoi. Et c'était vrai, en fait. Moi, j'étais plus là, vraiment, venez, c'est marrant. Et j'ai envie de prendre soin de vous aussi. Je suis trop contente que vous veniez jouer avec moi. Que, en fait, ils ont envie de rester, quoi. Et ça a démarré vraiment avec ce biscuit je te quitte connard ou non. La genèse Au début, quand j'ai créé le compte Insta Chantilly Biscuit 2013, j'avais pas du tout ce que c'était Chantilly Biscuit. Hein. C'était juste des biscuits personnalisés. J'avais pas de on est drôle, on est fun, je vais me mettre en scène, pas du tout. Et 2017, donc ça m'a pris 4 ans avant d'avoir ce biscuit ou de me dire ok, Chantilly Biscuit, c'est des petites phrases du quotidien, je peux aller dans tous les sens. Donc il y avait forcément un moment dans la semaine où tu t'identifiais, tu vois, parfois il y avait un message d'amour, un message sur le travail, un message sur le mariage, n'importe quoi. Donc il y avait toujours un truc où tu as envie de taguer tes potes, tu vois, dire « Ah, on pourra envoyer ça à truc et tout ». Et 2017, en parallèle, les stories sont arrivées. Et donc, il y a eu un truc où déjà on me voyait, j'ai été plus visible, moi aussi j'ai commencé à faire des podcasts où j'ai raconté l'histoire. Et donc ça a créé la proximité avec les gens, de me voir. Et là c'était vraiment freestyle. Hein. Et donc tu faisais partie du début, tu voyais l'usine, tu me voyais galérer, tu me voyais faire mes photos sur mon bureau et tu avais envie de jouer avec moi. Enfin, il y a vraiment un truc de jeu, je pense, avec Chantilly Biscuit, de légèreté, je suis juste là à m'amuser, à m'exprimer.
et pas essayer de te vendre un truc. Et je pense que les gens le sentaient. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant les 4 premières années, du coup? Fait, si tu remontes le compte Insta, je postais n'importe quoi. Hein. C'était Chanty va faire ses courses, Chanty est à la poste, poster ses colis. En fait, je postais n'importe quoi, mais j'avais pas du tout de ligne éditoriale comme j'ai eu après, où c'était tous les jours un biscuit sur un thème différent. Puis après, je suis partie dans des vidéos, etc. Mais au début, c'était n'importe quoi. Et comme au début, j'étais portée par la croissance, en fait, j'avais pas besoin de me dire comment je dois vendre encore plus. C'était juste, ok, j'essaye de suivre ce qui se passe et de montrer ce que je fais parce que ça m'amuse, mais je sais pas trop ce que je fais. D'accord, non, mais du coup, c'était très spontané. En fait, ce que tu dis, c'était spontané, authentique, finalement. Et léger, d'une certaine manière. Accessible, léger, et aussi dans le cœur des préoccupations des gens. Parce que finalement, tu vois, les questions d'amour, ou je sais pas exactement, tu vois, tous les biscuits que tu as pu faire, et en fait, c'est des questions qu'on a au quotidien. Oui, et puis j'étais même dans les moments, tu vois, les annonces de grossesse, les baptêmes, les trucs que les gens s'en rappelleront toute leur vie. Tu vois, les gens qui ont été demandés en mariage avec les biscuits, toute leur vie, ils raconteront on m'a demandé en mariage sur un biscuit. Il y a eu ça aussi? Ouais, on avait. Pas énormément, mais on a eu des demandes en mariage et les gens nous ont envoyé les photos après. Et ils mettent quoi? Veux-tu m'épouser? Ouais, veux-tu m'épouser avec le prénom. Et ce qui était ouf, c'est qu'après, ils nous envoyaient les photos, ou même ils nous disaient, ils nous envoyaient un mail pour dire ah, elle a dit oui. Enfin, des trucs comme ça, c'était incroyable. Les gens, ils prennent le temps. Alors que normalement, quand tu passes une commande en ligne, tu vas jamais envoyer un mail pour dire merci ou pour dire ah, je l'ai offert, c'était génial. Et nous, moi, ça me choquait jusqu'à la fin, mais choquait dans le bon sens. Je me dis, c'est incroyable, ils nous écrivent. Ouais, c'est fou, c'est fou. Mais en fait, et j'ai l'impression que c'est lié à ta personnalité, hein, d'une certaine manière. Je sais pas si c'est. La question que je me pose, c'est dans quelle mesure c'est reproductible, même pour toi d'abord, dans une boîte future. Et si c'est reproductible pour les gens qui nous écoutent, en fait. Déjà, je sais que ça a perduré, parce que l'équipe avait cet état d'esprit. Et oui, je pense que ça vient de moi, quand j'étais tellement contente que ça marche et que les gens s'intéressent à Chanty Biscuit et commandent, qu'en fait, moi, j'avais juste envie de dire merci, quoi. Merci d'être là, merci pour votre question, c'est trop sympa, faire en sorte qu'ils passent un bon moment. Et le réflexe que j'avais, et ça que ce soit même avec l'équipe et tout, c'était toujours me mettre à la place de la personne. Me dire, moi, si j'envoie un message à une marque, comment j'aime me sentir, comment j'aime qu'on me traite, si j'envoie un message sur un compte Insta. Et puis, j'avais toujours le regard hyper critique sur moi, mon compte Insta, en me disant, attends, si je suis mon propre abonné, est-ce que là, je suis à la hauteur des attentes des gens? Enfin, je pouvais passer des heures à écrire une légende de post. Je me mettais à un très haut niveau d'exigence pour pas me décevoir et donc décevoir potentiellement les gens. Et alors, attends, c'est-à-dire que c'est toi qui gérais le compte Instagram? Ouais, jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que tu penses du coup des marques qui lui donnent ça à des juniors qui sortent d'école alors, je dis pas que c'est forcément le fondateur qui doit garder le compte Insta. Moi, je me disais, le compte Insta, c'est mon lien avec les clients. Et si je perds le lien avec les gens, je peux être à côté de la plaque. En fait, je sais pas ce qu'ils ont envie. Là, je vois les questions, je vois les problèmes, je vois les produits qui plaisent, je vois les envies et je leur parle. Parce que si je suis juste là à imaginer des produits ou la com, je suis coupée de mes clients, quoi. Mais c'est sûr que quand il y a des marques où je me dis, ils se rendent pas compte que en fait c'est la marque qui parle. Enfin, c'est hyper important. Moi, j'ai jamais pu déléguer, sauf quand vraiment je partais en vacances, etc. Parce que c'était vraiment, c'est trop important, quoi. Ouais, c'est hyper important en tout cas. C'est comme le service client. Enfin, c'était le service client, c'est l'image, t'es vraiment en contact avec les gens, c'est la marque qui parle, c'est la marque qui s'exprime, et tout se joue là pour moi. Et une chose que tu dis qui est hyper importante aussi, c'est que t'étais pas là pour vendre. Ouais. Tu étais là pour partager. En fait, il y a cette phrase de Simon Sinek, qui est un Américain, un penseur américain, qui dit, quand il monte en conférence, il dit je suis là pour donner, je suis pas là pour recevoir. Et en fait, il dit, mais en fait, très majoritairement, les gens qui font des conférences, ils sont là pour recevoir, pour parler de leur bouquin, pour vendre un truc, peu importe. Ils sont pas là pour donner. Et en fait, toi, dans ta démarche sur Instagram, et je pense que pour la majorité des marques, c'est de la même chose quand elles sont sur Instagram, mais elles sont là pour recevoir, pas pour donner. Et toi, dans ta démarche, tu es là pour donner et pas pour recevoir. Mais ce qui a été aussi un frein parfois au business, parce que je peux avoir des décisions très radicales, de dire non à des trucs qui nous rapportaient de l'argent court terme, parce que moi, ça m'allait pas par rapport aux clients, par rapport à l'image, par rapport à ce que ça renvoyait. Et j'étais... Alors, je sais aussi mettre un produit en avant qu'on doit vendre, tu vois. Je sais dire, là, c'est Noël, on a fait ce coffret de Noël, etc. Mais j'arrive pas à voir la vente en premier. Pour moi, la marque, c'est d'abord servir ses clients et montrer ce qu'on fait pour peut-être que ça leur plaise ou pas, quoi. Mais c'est pas venez acheter, quoi. Et je pense que moi, c'était vrai,
ça se sentait. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais c'était pas évident non plus parce que t'as quand même les enjeux business, l'usine elle me coûte cher, mais... Et comment tu prends des décisions comment tu fais pour renoncer? C'est pas facile, hein. Ça n'a pas été facile, mais je me disais à la fin, je préfère me regarder dans le miroir que dire oui à ce truc, quoi. Enfin, mais oui, il y a des moments où ça n'a pas été facile, surtout quand y a des partenariats, que c'est des équipes quelqu'un de mon équipe qui le ramène, potentiellement il y a un gros truc derrière, mais ça va pas aller avec l'image. Moi je dis non parce que c'est plus important de pas décevoir les gens. Non, c'était pas facile, hein. Après, là où ça m'a aidé, c'est que la boîte a toujours été rentable et saine. Enfin, j'ai pas eu un moment où je me suis dit si je dis non à ça, j'ai plus de boîte, tu vois. Ouais. Donc c'était plus facile de dire non à des trucs. Sachant que je me souviens pas, t'as pas levé? J'ai levé pour construire l'usine. D'accord. Donc en milieu 2018, de parcours. Ouais. On va parler des collaborateurs, parce que moi, en fait, l'idée, quand je t'ai proposé de faire cette interview, c'était de voir comment tu avais réussi à retranscrire ce principe communautaire commercial, entre guillemets, enfin commercial, pas vraiment commercial, mais en tout cas externe, à l'intérieur. Parce qu'en fait, moi, j'ai cette conviction que l'engagement des collaborateurs, il est hyper important, que idéalement, tes collaborateurs, c'est quand même ta première communauté. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal travaillé en général chez les marques parce qu'elles ont des RH, mais finalement, les RH, elles gèrent beaucoup des fiches de paye, elles gèrent beaucoup de mécontentement, les vacances, etc. etc. Il y a quelques gros groupes, évidemment, qui permettent aux gens d'évoluer dans l'entreprise, mais elles n'ont pas cette logique communautaire. Et j'aimerais comprendre, d'abord, si c'est quelque chose que tu avais en conscience, et comment, et si tu l'as fait, comment tu l'as fait? Je ne l'avais pas en conscience, mais je l'ai réalisé après. Je l'ai réalisé quand j'ai vendu la boîte l'année dernière et que le mec qui a racheté est venu voir l'équipe et qu'il a été impressionné justement de la cohésion d'équipe, qu'il y ait une entraide. Donc nous, on avait au même endroit la prod et les bureaux. Plus de personnes en prod, mais c'était à peu près équivalent. Et quand j'ai vendu la boîte, tout le monde est resté, donc il n'y a pas eu ce truc non plus où ça a éclaté. Bon, je pense qu'il y avait plein de choses et il y avait un côté que je retranscris sur les réseaux mais qui était vrai dans les bureaux, c'est venez comme vous êtes en fait. Moi, je suis moi-même avec mes cheveux toutes les couleurs alors que je gère la boîte, enfin je m'en fous, je fais des blagues et tout et j'assume qui je suis et du coup toi, tu peux venir et faire pareil. Et c'était très détente et j'ai pas été dans un truc de vous devez dire ça ou ça parce que c'est ça Chantilly Biscuit. Moi, c'était be yourself, tu vois. Et je sais que je t'ai pris parce que tu incarnes aussi un truc que j'aime, quoi. Mais dans les mails, sois toi-même, vraiment exprime-toi comme tu veux. Et je pense que j'ai attiré des personnes comme ça. Tu vois, j'avais un quart de mon équipe qui était gay, par exemple, tu vois. Oh. Donc il y a un truc, en fait, chez Chantilly Biscuit, c'est on est nous-mêmes, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun jugement. Et comme j'ai démarré en partant du bas, entre guillemets, tu vois, j'ai pas de diplôme, j'avais que mon bac, j'ai démarré en faisant les biscuits. Pour moi, je savais qu'en fait, les personnes de l'usine, c'était les plus importantes. Et il n'y avait pas un truc de les bureaux sont au-dessus des autres. Tout le monde savait que s'il y avait un problème en prod, tout le monde descendait en prod faire les biscuits. Et avant Chantilly Biscuit, je travaillais dans une petite boîte qui faisait des éclairages. Donc on était 5, vraiment petite boîte. Et moi j'étais au montage, enfin j'étais opératrice, quoi. Et il y a plein de choses qu'on faisait là-bas, que j'ai gardé et fait chez Chantilly Biscuit sans le faire exprès, mais c'était ma seule expérience. Et en fait, donc moi j'étais au bout de la chaîne, enfin, dans cette boîte. Enfin, bout, début ou fin, on le met comme on veut. Et en fait, comme je travaillais bien, j'avais mon planning, tu vois, j'arrivais au tableau, j'avais mes tâches de la journée, tu vois, genre telle commande, contrôler les livraisons, je sais pas quoi, dans l'ordre des prios. Et après, je faisais ce que je voulais, tu vois. Je me gérais toute seule, je mettais la musique, je faisais comme je voulais. Et en fait, il y avait ce truc de, à partir du moment où tu bosses bien, tu bosses comme tu veux, en fait. Donc moi, je déteste les réunions, le management, tout ce que tu veux. Moi, c'était vraiment, en fait, vous savez ce que vous avez à faire, je sais que vous le faites bien. Mais tu vois, en prod, je dirais, mais faites comme vous voulez, en fait, c'est vous qui savez, quoi. Il y a cette phrase qu'on dit souvent dans le leadership qui est arrêtez de donner des ordres, donnez une intention. Tu vois. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui résonne pour toi? Ah oui, c'est sûr que moi, je ne sais pas donner des directives. En plus, j'arrive pas à me mettre au-dessus des gens. Tu vois, il y a un truc de... J'ai jamais réussi à dire, c'est ma boîte, ça se passe comme ça, quoi. J'avais tellement de... Même, j'étais trop contente que les gens viennent bosser pour moi, tu vois, un peu comme ma communauté. Je suis trop contente que vous soyez là. Donc... et ce qui était très fort dans la boîte, que l'acheteur m'a fait prendre conscience, c'est que tout le monde, mais vraiment même la personne qui emballe les biscuits, avait le sens du service client dans le sens où on se met à la place du client derrière, tu vois. Tout le monde sait, attends, le mec, il a payé 50 € ses biscuits ou je sais pas combien, il faut qu'il les ait bien, quoi.
Donc on va faire attention, etc. Et en plus, on sait que si derrière il y a un problème, Sophia qui est au service client, elle va se prendre un mail, donc la pauvre. Enfin, tu vois, il y avait un truc de tout le monde fait attention. Et à partir du moment où on a envie de faire bien pour les clients et bien pour le reste de l'équipe, déjà, en fait, ça va dans le bon sens, je pense. Mais alors, quand les gens vont nous écouter, ils vont sans doute se dire « Attends, mais c'est hyper sympa son truc, mais il y a forcément des tensions dans une entreprise, il y a forcément des moments où c'est plus dur, et là, tu es obligé d'avoir tu vois, une sorte de main de fer, ou en tout cas de faire acte d'autorité, dans le sens, pas dans le sens où je t'élève, mais dans le sens où je te montre quand même qui Ah oui, non, mais dirige. c'est sûr qu'il y a des recadrages. Quand il y a des problèmes en prod, oui, on essaie de comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé. Et s'il faut faire partir des personnes, on fait partir des personnes. Et je me suis rendu compte, il y a eu un moment où il y avait une fille en prod qui bossait pas bien et qui en même temps elle apportait pas une bonne ambiance, etc. Mais que moi j'avais pas forcément ressenti parce que j'étais pas trop au contact non plus. Et en fait, quand on a décidé de la faire partir, en fait tout le monde était content. Enfin, il y a un truc aussi où si t'as un mauvais élément, ça te tire tout le monde vers le bas. Mais il y a eu des moments forcément où c'était on appelait ça les révolutions de la prod. On n'est pas content. Et en fait, de prendre en compte leurs besoins et de faire en sorte de changer, mais dans la mesure du possible, tu vois. Mais nous, ils étaient au courant des chiffres, des enjeux, donc ils comprenaient aussi les trucs. Mais tu vois, par exemple, les horaires, c'est eux qui ont décidé toujours. Moi, je leur avais dit, OK, la poste vient à 16h. Donc à partir de là, vous faites ce que vous voulez en fait. Enfin, si vous voulez démarrer tôt, faire une petite pause, finir tôt ou l'inverse, en fait, faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fiche tant que le client reçoit ses biscuits et qu'il y a la poste qui arrive. Et donc, ils étaient aussi responsables de leur... Enfin, ils avaient leur mot à dire, quoi. Donc, beaucoup d'autonomisation. D'autonomie. Et après, tu vois, il y avait eu un truc, aussi un moment où... on avait beaucoup d'absentéisme, beaucoup d'erreurs en prod, où j'avais l'impression, attends, ils font pas attention. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur faire en sorte qu'il y ait moins d'erreurs et que ce soit moins d'absentéisme aussi. Et donc, tu vois, on a discuté avec tout le monde et finalement, ce qu'on avait fait, donc on monitorait la prod, tu vois, le nombre de biscuits cassés par jour, s'il y avait des pertes de pâtes, etc. Et en fait, plus l'absentéisme. Et chaque fin de trimestre, si tout était au vert, ils avaient une prime d'équipe collective. Mais c'était vraiment si au vert, mais c'était pas en plus inatteignable du tout, et tout le monde a le même montant en plus. Et ce qui fait que du coup, tout le monde était hyper consciencieux. Et en fait, tout le monde est aligné dans le truc. Et à partir de là, Donc il n'y avait pas de différence entre les grades, entre guillemets. Ça, c'était vraiment pour la prod. Mais après, les 2 dernières années, j'ai mis un partage d'EBITDA aussi, si on atteignait un certain chiffre d'affaires qui était le même que l'année dernière. Donc, c'était pas non plus ouf. Tout le monde avait... Alors, je sais plus combien c'était. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que j'avais dit 10% de l'EBITDA partagé à égalité entre tout le monde. D'accord. Voilà. Donc, en fait, tout le monde était important. Comment tu t'es assuré de recruter des personnes qui pouvaient fonctionner dans cet écosystème ? Alors ça, je ne sais pas. Je n'étais pas la meilleure personne. Vraiment, toute la partie RH, je me considère pas très forte, si ce n'est pour l'état d'esprit, je pense quand même. Mais le recrutement, c'était pas facile. Alors déjà, en prod, à chaque fois qu'on recrutait quelqu'un, tu faisais une journée d'essai. Déjà, tu vois qu'il y a un fit humain-tâche. Puis après, en vrai... il y a une question d'alchimie, de personnalité, et puis il y a période d'essai, en vrai. Mais ouais, non, bien sûr. C'est là où tu vois les gens. D'accord, mais t'as pris... J'ai fait plein d'erreurs. J'imagine. J'ai plein de périodes d'essai qu'on n'a pas arrêtées d'un côté ou de l'autre. Donc, qu'il n'y a pas de fit. Ou que parfois, tu recrutes dans l'urgence, il me faut quelqu'un tout de suite, je prends limite la première personne, et en fait, j'aurais préféré attendre parce que ça n'allait pas, ou tu te voiles la face, tu dis, quand même, ça va le faire, et puis ça ne le fait pas. Est-ce que tu as fait attention de recruter des gens qui avaient des profils un peu différents pour apporter des choses nouvelles dans l'entreprise ? En prod, on a toujours essayé de faire en sorte qu'on ait 50-50 mecs-meufs. Ouais. Dans les bureaux, pas forcément. Après, moi, j'étais souvent encadrée de mecs. Je me rendais compte que j'avais besoin aussi, sinon je me suis dit, Chanty Biscuit est trop girly. Déjà, dans l'image, on est dans la communauté, on l'est. Je me suis dit, j'ai pas envie que ce soit trop un truc de meuf. Ce que j'ai recruté, qui était à un moment donné mes 2 bras gauche, bras droit, on va dire, DG et directeur marketing. Là, j'avais pris des gens avec de l'expérience que j'avais pas aussi, et des diplômes que j'avais pas, pour apporter la partie un peu plus technique, on va dire. Alors que moi, j'étais très intuitive, etc., pour compenser, quoi.
Je cherche des gens qui me compensaient, mais dans la même idée de là où on veut aller, par contre, quoi. En fait, ce que tu décris, pour moi, c'est vraiment l'expression même de ce qu'est un leader ou une leader. C'est-à-dire quelqu'un qui avance et qui dise, qui même me suivent, quoi. C'était ça, hein. De cette manière, c'est un peu ça, quoi. Ouais, c'était ça. Et puis après, en plus, il y avait vraiment ce truc de be yourself, quoi. Soyez vous-même. Moi, j'arrivais, je faisais des blagues. Et puis en plus, comme je faisais les allers-retours avec Paris, à chaque fois que je revenais de Paris, c'était « Alors, je vais vous raconter mes rendez-vous, toutes les idées que j'ai eues et tout !» Donc il y avait toujours un truc de « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» Et d'inclure les gens dans le truc, dans l'enthousiasme, toujours. Et comme quand j'étais pas là, en fait, ils se géraient tout seuls. Je savais qu'ils avaient aussi leurs propres blagues, leurs propres habitudes, et que j'adorais revenir de Paris et de voir, il y avait des running gags, des trucs que je comprenais pas, tu vois. C'est trop bien. Ils font leurs trucs. Et même l'humour qu'il y avait sur Insta, c'était vraiment l'humour qu'il y avait dans les bureaux. Et ce qui fait que c'était naturel chez nous. Je sais plus quelle était la question. Non, mais peu importe. Mais en fait, comment tu t'assures justement que la façade soit, ou que plutôt, c'est dans l'autre sens, que l'intérieur soit équivalent à la façade? Parce que souvent, tu sais, tu as des façades, on dit souvent ça des humoristes, tu sais, on dit les humoristes, ils sont drôles comme ça sur scène, mais en fait, dans la vraie vie, c'est des gens qui sont très tristes pour la majorité. Après, on n'est jamais... Comment tu fais moi, je me dis, j'ai plusieurs facettes de ma personne. Hein. Je suis bien sûr. Il y en a qui peuvent penser que je suis méga extravertie de me voir sur Insta, alors qu'en fait, je suis l'inverse. Je suis une vraie solitaire, j'aime mes temps pour moi, j'aime réfléchir. Quand je suis dans un groupe, je parle pas beaucoup. Mais il y a ce truc de... on parle normalement. En fait, c'était ça ma com avec Chantilly Biscuit, c'était que je parlais normalement dans la vraie vie et comme sur Insta, et que comme je le faisais, les gens le faisaient. Et il y avait un truc très naturel et que les gens appréciaient parce que tu portes pas un masque sur Chantilly Biscuit parce que moi je le porte pas en fait. Mais peut-être à l'extrême, après je sais pas le porter, tu vois. Ouais, mais c'est par l'exemple, entre guillemets. Ouais, mais j'étais comme ça, en fait je savais même pas faire autrement. Et si tu me mets dans un environnement ultra corporate, je sais pas faire en fait. Je sais faire ça. Ouais, c'est ta force. C'est comme ça. C'est ta force et ta limite, entre guillemets, quoi. Mais, voilà. Comment parce qu'en fait, il y a vraiment ce truc chez Chantilly Biscuit, pas chez Chantilly, de créer une communauté avec les collaborateurs, qui est hyper puissante et qui génère cet engagement. Donc, ce que tu as dit, c'est beaucoup d'autonomie dans la manière de venir au travail, dans les horaires, dans la manière de travailler, peut-être dans la collaboration aussi entre eux. C'est quoi les autres éléments que tu as mis en place pour s'assurer de cette cohésion d'équipe ? Ce qu'on faisait aussi, surtout les dernières années, parce que les premières années c'était vraiment mis en place, etc. Et même, tu vois, on a toujours eu un recrutement en cours, tout le temps, en prod, presque. Sauf les 2 dernières années où j'avais une équipe 0 turnover, tout le monde était content de venir. Et je passais aussi beaucoup de temps avec eux, parce qu'en plus, comme j'étais souvent à Paris, dès que je revenais, en fait, j'avais envie de passer du temps avec eux pour le lien, parce que je les adorais. Et des moments juste off, en fait. Tu vois, genre, je les invitais à déj, on avait forcément, je dis pas forcément, mais tu vois, un repas de Noël, un barbecue l'été, et même après, j'essaie de le faire plus souvent. Et c'est juste, en fait, tout le monde est là, et il n'y a pas attends, moi je suis marketing, je me mélange pas avec la prod, pas du tout, en fait. Tout le monde sait l'importance de tout le monde. Et même limite, tout le monde sait qu'en prod, c'était le plus important parce que c'est eux qui sont sur le produit, donc ils sont en contact avec les clients. Et comme moi, en plus, je m'identifie plus aux gens de la prod, parce que j'ai l'impression que c'est de là où je viens. Je faisais les biscuits, quand il faut aider, je savais emballer les biscuits, j'étais plus rapide que tout le monde, tu vois. Et moi, ça me tenait hyper à cœur que ces gens-là soient hyper intégrés et valorisés, parce que pour moi, je suis eux, en fait. Après, j'étais les deux, forcément. Et il n'y avait aucun sentiment d'infériorité ou de supériorité, je pense, parce qu'on sait l'importance de tout le monde. Mais donc c'est people first. Ah ouais, moi c'était ça. Moi c'était un problème de ton enfant à la crèche, je sais pas quoi, mais pars, en fait. Il n'y a aucun sujet. Alors que moi, en plus, j'ai pas ça, parce que j'ai pas avec mon enfant, moi je suis toujours là. Mais je pense qu'il y avait ce truc de je suis là en backup. Tu fais ta live, s'il y a un problème, vas-y. Mais du coup, dans l'autre sens, ils sont là pour moi aussi, quoi. Justement, comment tu t'assures que les gens... Parce qu'en fait, il y a cette peur générale des abus. C'est-à-dire, oui, mais si je leur donne la possibilité de faire ci, d'un coup, ils vont
ils vont moins travailler, ils vont moins faire les choses, du coup ça va partir un peu en sucette. Après, on le voit s'ils travaillent mal aussi. Enfin, j'ai envie de dire, moi, si d'un coup je vois qu'en prod, le taux de biscuits cassés, il double ou qu'il y a un problème quelque part, je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Ouais. Est-ce que c'est à cause de vous profitez ou pas ? Mais moi, c'était l'inverse, c'était dans la reconnaissance. Et en fait, ce qu'on avait fait aussi en prod, donc nous, on était un business très saisonnier, vu que c'était du cadeau, tu vois, genre Noël, beaucoup plus de commandes que mois de mars, par exemple. Et donc, les 2 dernières années, on avait mis en place aussi l'aménagement des heures de travail pour la prod. Donc, en fait, ils avaient un nombre d'heures à faire sur l'année. Période haute, ils restent plus longtemps. Période creuse, ils partent tôt. Mais du coup, il n'y a pas de question d'heures sup et il n'y a pas de question de parfois, on fait traîner, quoi. Et comme on avait commencé par les moments où il n'y avait pas beaucoup de travail, on disait, en fait, fini parti. Voilà, vous avez fini la journée, vous partez. Et ce qu'ils faisaient en finissant à 16h, ils finissaient à 11h. Oh waouh. Ouais, donc on a vu la capacité de travail. Et ils étaient hyper contents. Ils avaient leur vendredi, ils avaient leurs après-midi, etc. Mais du coup, quand il fallait... Même salaire. Même salaire. Mais quand il fallait rester, ils restaient sans être payés en heures sup. Et ils étaient contents de rester. Parce qu'en fait, ils étaient reconnaissants, tu vois. Ils n'étaient pas là, oh non, et tout. C'était fair, quoi. Ils savaient ce qu'ils avaient gagné. Ils savaient que j'abusais pas. Et qu'on avait mis ça en place pour eux aussi. Donc... Non, je pense. Après, j'avais des bonnes personnes, mais je pense qu'à un moment donné, tu les attires. Je sais pas, mais. non, mais sans doute que tu les attires. Comment tu gères la tension entre les collaborateurs, s'il y en a ? Si, tu veux dire quand il y a des conflits entre eux ? Ouais, quand il y a des conflits entre eux, bien sûr. Ça, c'était pas facile. Hein. C'est les pires moments. Donc, après la levée de fonds, j'avais un DG déjà qui gérait l'équipe. Donc, tous ces conflits internes, c'est lui qui gérait. En plus, il adorait ça. Vraiment, c'est un mec qui aime le management, tu vois, qui aime les gens, qui a aucun Toi, problème. Tu n'aimes pas les gens, donc. Non, j'aime pas les gens. Moi, je sais pas gérer les conflits, par contre. D'accord. Ça me met mal à l'aise, je sais pas faire. Alors que lui, dès qu'il y a le moindre truc, tu vois, il crève l'abcès direct. Et quand il est parti début 2022, j'ai pris une sorte d'agence qui fait finance et RH en externe, en part-time. Donc j'avais quelqu'un qui était ma référente RH, donc tout le monde la connaissait, tout le monde pouvait lui parler. Et dès qu'il y avait un conflit, elle était là avec moi pour gérer, pour me dire comment ça se passe. Donc elle était toujours là quand il y a un face-à-face, on a eu des trucs où tu t'es dit les meufs vont se battre, tu vois. Waouh. Ouais. Bon, elle est à Marseille. Les tempéraments, tu vois. Chaud. Et là, elle est là pour m'aider, pour être au milieu et pour faire la personne neutre aussi. Tu vois, si quelqu'un a besoin de parler d'un sujet qu'ils ne veulent pas me parler à moi, ils peuvent parler à elle, moi, elle me fait remonter. Donc, il y avait cet intermédiaire qui, moi, elle m'a aidé sur les process et gérer les conflits, quoi. Comment tu as géré la prise de décision chez Chanty ? C'est-à-dire, c'était très centralisé sur toi ou est-ce que c'était... Après, c'est une structure qui est quand même pas énorme, hein, mais... Comment tu gères la prise de décision ? Est-ce que tu laisses aussi beaucoup d'autonomie dans leur prise de décision ? Oui, pour les horaires, oui, pour... Ça dépend. Par exemple, en fait, j'avais mon directeur de prod qui gérait la prod. Il faisait comme il voulait. Après, moi, il venait me demander s'il devait, investir dans un truc. Mais après, il gérait... Pour moi, c'est lui qui savait mieux. Il gérait ses achats, il gérait ses recrutements. Même, il recrutait sans moi à la fin en prod. Il me dit, là, j'ai besoin de quelqu'un, c'est OK. Oui, OK. Et puis, tu fais... Moi, j'arrive à la fin, tu vois. Après, décision vraiment stratégique sur où est-ce qu'on veut aller avec Chanty Biscuit, quel nouveau produit. En général, c'était moi et mon directeur de prod que je considérais vraiment comme mon bras droit à la fin. Avant, lui, c'était avec mon DG et mon directeur marketing. Et après, c'était avec lui, parce que pour moi, c'était lui qui allait faire derrière. Donc, je prenais son avis, et puis même pour discuter, quoi. À la fin, c'était moi qui tranchais quand même. Oui, bien sûr. Mais je prends en compte son avis de... il est en prod, il se rend compte de plein de sujets que je ne vois pas forcément. Mais après, je n'incluais pas forcément toute l'équipe, parce que sinon, ça peut trop partir dans tous les sens pour moi. Oui, bien sûr. Et je me suis rendu compte que quand je demandais l'avis de tout le monde sur une question... Et qu'après, à la fin, je faisais un truc que moi j'avais envie. Il y avait un truc de OK, elle nous demande, mais on n'est pas pris en compte et tout. Mais après, sur leur job à eux, bien sûr. Tu vois, sur vraiment, entre guillemets, la poétique service client, la meuf du service client, on le construit ensemble, etc. Quoi. Donc beaucoup d'autonomie en fait. Après, sur les grandes décisions, c'était quand même toi. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est quoi les choses les plus difficiles que tu as rencontrées dans la gestion des équipes ou même dans la boîte de manière générale ? C'était faire partir les gens, dans les deux sens. Soit faire partir, soit qu'ils veulent partir. Les départs, toujours très compliqués. Surtout quand j'avais eu la fille en prod qui posait problème avec le reste de l'équipe. C'était compliqué parce qu'elle ne voulait pas partir.
Et je me suis retrouvée... en fait, elle en arrivait à faire pleurer d'autres personnes de l'équipe. Enfin bref, c'est parti assez loin. Et en fait, à un moment donné, elle a fait une grosse erreur en prod. Donc je me suis dit, bon ben... L'occasion, porte ouverte. Mais donc, je rentre dans le process de comment ça se passe pour le proposer à la rupture co. Et en fait, quand tu proposes, la meuf, elle peut venir à l'entretien avec quelqu'un pour l'accompagner. Okay. Donc là, elle arrive avec un mec, on l'a tapé sur LinkedIn, je hais les patrons, tu sais, le Corse. La discussion, mais c'était horrible. Et là, c'était vraiment, Chanty, tu craques pas. Parce que moi, je pouvais dire, bon, ok, tu vois, parce que finalement, tu restes, mais tu craques pas. Tu maintiens, elle doit partir, mais c'est comment arriver à lui faire comprendre que c'est bien pour elle aussi, qu'en fait, à un moment donné, ça va dans les deux sens. Et ça, c'était des discussions hyper dures, parce que j'ai mon équipe qui m'attend pour qu'elle parte. Bien sûr. En même temps, derrière, tu as forcément un risque prud'homme, enfin, tu as plein d'enjeux. Non, c'était hyper dur, ces moments-là. Il y a des moments où tu es tout seul, quand c'est des hauts postes, où tu as potentiellement des avocats au milieu, etc., non, c'était les pires moments de toute la boîte. C'est ce qui m'a fait aussi à la fin donner envie de partir. La gestion des collaborateurs d'une certaine manière. Ouais. Non, c'est hyper dur parce que tu as envie que tout le monde se sente bien, mais en même temps, parfois, ça marche plus. Non, c'était... Ouais, et puis quand les gens veulent partir, bah aussi ils veulent prendre le max d'argent, quitte à te mettre plein de chantage au milieu. Enfin non, parfois c'est pas facile. Si tu devais remonter une boîte demain, ce qui va sans doute t'arriver quand même. Peut-être, ouais. C'est quoi les grands principes que tu as envie de reproduire dans ta nouvelle société ? En termes RH ? En termes RH, oui. C'est clair que si je pouvais revoir l'état d'esprit que j'avais chez Chanty Biscuit, dans le sens où les gens sont contents de venir travailler. Après, c'est dur de le créer from scratch. Je pense que je garderai le truc de, en fait, be yourself. Tu vois, si je vois que quand t'es toi-même, déjà ça fit pas, qu'on n'est pas à l'aise de parler, qu'on n'est pas à l'aise de passer du temps ensemble, ou qu'on voit qu'il y a un malaise, tu vois, tu sens quand t'es pas vraiment dans la bonne énergie avec quelqu'un, ça va pas. Je pense que je me ferai accompagner en vrai, pour être sûre. Mais non, mais c'est pas facile d'avoir quelqu'un qui soit bon et en compétences et en personnalité et aligné dans la vision. Et surtout que la boîte, elle évolue. Enfin, moi, à la fin, je m'étais dit, de toute façon, la boîte, elle évolue. Et une personne peut être bien sur le gap de 0 à 1 million, mais plus sur le 1 à 5. Donc, en fait, c'est comme dans la vraie vie, c'est des cycles. Donc, je pars du principe que les gens ne seront potentiellement pas là pour tout le temps. Et ça, j'étais OK avec à la fin, quoi. Mais bon. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de gérer le départ de quelqu'un qui avait un poste important et du coup que tu n'avais pas du tout envie que la personne s'en aille ? J'ai jamais trop eu... J'ai eu une fille en prod qui, à un moment donné, était un super élément qui voulait partir, et donc bon, on était triste. Mais sinon, dans les postes importants, soit j'ai pas eu de départ, soit ils étaient mutuels. Je pense qu'à un moment donné, c'était des questions de cycle aussi. D'accord. Donc, tu laisses partir les gens, tout simplement. De toute façon, je me dis, si quelqu'un veut partir, je laisse partir. Je retiens jamais quelqu'un. C'était quoi ta politique salariale pour tes salariés ? C'est-à-dire qu'en fait, on envisage beaucoup les start-upers, enfin je ne sais pas si c'est une start-up, parce que c'est pas très tech, mais c'est une petite structure, petite boîte. Avec des salaires beaucoup plus élevés que les collaborateurs. On imagine... Tu veux dire pour moi ? Non, pas pour toi. Du coup, comment tu gères pour les équipes ? Comment tu gères l'équité entre les salaires ? Déjà, en prod, c'était vraiment, tu avais une grille. Enfin, tu vois, tu démarrais tous au même endroit. Tu avais une ancienneté où tu avais un petit pourcentage en plus. Tu avais des objectifs et après, tu savais que tu pouvais être... tu démarrais opérateur, tu pouvais être... en fait, on avait essayé de faire des petites strates de responsabilité pour les faire évoluer quand même. Tu vois, conducteur de ligne, chef d'équipe, responsable des sucettes, enfin, des petits trucs comme ça, quoi, pour permettre d'avoir des objectifs. Et après, on n'avait pas vraiment de politique. Nous, c'était pas une boîte où tu gagnais énormément d'argent non plus. Bon, après, on avait l'avantage d'être dans le sud. Tu vois, on n'était pas dans Paris, on était les salaires du sud. Aussi, on était boîte avec beaucoup de charges, aussi quand même usine, et ça, ils le savaient. Mais après, moi, j'avais aucun problème à augmenter les mecs. Et tu vois, j'avais par exemple mon directeur de prod qui a démarré, alors lui, il n'a même pas le bac, en opérateur de prod en 2018. Et quand je suis partie
c'était mon directeur de prod. Donc il a démarré au SMIC. Et quand je suis partie, je sais pas si je peux dire son salaire, mais il avait un salaire, il a fait un fois 4, 5, je sais plus, tu vois. Mais en fait, moi, j'ai hyper OK de payer les gens à la valeur de ce qu'ils apportaient dans la boîte aussi, quoi. Et moi, pendant 8 ans, j'ai pas été le plus haut salaire de la boîte. Ah non. Non. Juste à la fin, quand j'ai fait partir mon DG, et bon, j'avais plus de haut poste, on va dire. J'avais plus que mon directeur de prod et moi. Et même, je me suis dit, psychologiquement, je dois être le plus haut salaire pour me considérer aussi leader. Parce que sinon, j'avais un truc d'infériorité, je pense que je me mettais un peu en posture, tu vois. Mais avant, moi, je me disais, je préfère les payer eux d'abord et moi prendre ce qui reste. Mais bon, c'était pas bien, mais... Non, mais c'est tout à ton honneur. Et sur ces questions de salaire aussi, ce que je me demande, c'est comment tu fais pour, pour t'assurer que les gens restent alors qu'ils ne sont pas si bien payés que ça. Parce qu'il y a quand même, tu dis, ils ne sont pas si bien payés, mais alors du coup, ils viennent quand même. Enfin, ils sont bien payés. Enfin, c'est pas non plus des mini-salaires. Hein. Ouais. Mais tu vois, par exemple, la meuf qui gérait le service client, je sais qu'elle aurait pu gagner plus en étant à Airbus qui était à côté de chez nous, tu vois. Et donc, il y en a qui ont fait des petites... qui sont venus pour un peu moins que ce qu'ils pouvaient avoir dans d'autres boîtes. Il y en a, au contraire, qui sont partis, tu vois, à la fin, mon responsable des clients B2C, donc mariage, baptême, il a démarré en prod et à la fin, il avait ça. Il a fait aussi un fois, je sais pas combien. Mais ils aimaient venir. Et ma meuf du service client, elle me disait, mais moi, j'ai pas l'impression de venir travailler. En fait, le fait d'être là au travail, faire des blagues toute la journée, autant avec les clients qu'avec les équipes, mais ça a une valeur, quoi. Ça te parle, cette phrase work hard, play hard, tu vois, qui est très... Ouais, pas trop pour l'équipe, parce que j'ai jamais eu l'impression de les pousser, vraiment, en mode, voilà. Enfin, moi, c'était plus, OK, rentrez chez vous, je prends la suite. Mais pour moi, oui. J'ai plus de work, play. Je play maintenant. Mais oui, moi, il y avait ce truc de, il faut que je bosse, il faut que je sois là avant tout le monde, après tout le monde, que je referai jamais dans une prochaine boîte. Ouais. J'allais te demander, c'est quoi les erreurs que tu as pu faire ce truc de un peu présentéisme aussi, de en fait je dois leur montrer que je suis là et que je bosse autant voire plus qu'eux. Alors qu'en fait j'apporte une valeur, moi je suis tout le temps là, j'arrête jamais. Bien sûr. Voilà. Je suis loin des 35 heures, mais j'avais besoin qu'ils le voient pour se rendre compte, parce que je pense que je me rendais pas compte de ma valeur et du coup j'ai sacrifié, je pense, ma santé, mon énergie et à la fin j'en pouvais plus. Ce qui fait que j'ai vendu la boîte. Oui. Et à refaire, je ferais plus ça, je me priorise moi sur l'entreprise déjà, comme je leur demande de faire en fait. Je leur dis, c'est vous d'abord, en fait je devrais le faire pour moi, quoi. Qu'est-ce que tu penses que seraient les implications de faire ces choix, de te prioriser, c'est-à-dire d'être moins présente Que je reste plus longtemps. Enfin, moi, à chaque fois, je me poussais à bout. Après, je devais partir en vacances, limite la semaine prochaine, parce que j'étais au bord du burn-out. Wow. Okay. Je me casse, je reviens. Après, je revenais et j'arrivais pas à faire de moments off, pas à faire de sport, ni rien. Mais c'est sûr que c'est pour ça que j'ai vendu la boîte, parce que j'en pouvais plus. Et en fait, je sais que si j'avais pris soin de moi, mieux dormi, mieux mangé, fait attention à mon énergie, etc., j'aurais mieux bossé, j'aurais été plus efficace et je serais restée, c'est sûr. Et tu penses que ça marche malgré tout? C'est-à-dire le fait que si tu es moins présente, tu penses que ça aurait quand même bien marché? Ah ouais, je pense que si je suis moins présente, mais mieux. Mais c'est vrai. Et je vois, même quand je suis en meilleure forme, je suis beaucoup plus efficace. Je n'ai pas besoin de bosser sur autant de temps, enfin je fais en moins de temps et mieux. C'est sûr et certain. Et même quand j'ai vendu la boîte et que parce que j'avais après la période de transition où je leur avais dit « Ah bon là j'ai repris l'équitation parce qu'avant je n'osais pas reprendre parce que je me dis je ne vais pas arriver à 11h et partir à 15h et tout. » Et j'en ai de mon équipe qui m'ont dit « Mais tu sais que ça ne nous aurait jamais choqué, hein. Tu aurais pu le faire et on ne t'aurait pas vu différemment. » Et en fait, alors que moi je pensais que par rapport à eux ce qu'ils allaient penser de moi, mais... Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Dans les équipes, quand on parle de communauté, il y a aussi donc il y a toute une culture. Il y a des valeurs, il y a un vocabulaire, il y a des croyances, j'imagine. Ça, c'est des choses que tu as posées ou c'est des choses qui se sont faites de manière plus naturelle? Non, j'ai pas posé. J'ai essayé plein de fois de poser, mais j'ai jamais réussi. Après, il y avait des mots qui ressortaient quand même, du style authenticité, c'est très fort chez nous. Ambition, pas ambition dans le sens chiffre d'affaires, mais dans le sens
il y a une vision de Chantilly Biscuit qu'on veut atteindre, tu vois, que j'ai jamais atteint, mais tu vois, genre, ok, on va être chez Air France, à Disney, enfin, il y a des trucs qu'on a fait, hein, mais on aura notre boutique à Paris, il y aura des biscuits partout, on va être à New York. En fait, un truc où on a envie d'y aller tous ensemble et on y croit et on se donne à fond. Le côté humour, hein, forcément, qui était très fort chez Chantilly Biscuit, et même qui nous permettait de relativiser quand il y avait des problèmes. Tu vois. Quand il y avait même une machine qui tombe en panne, un problème de colis chez un client ou je sais pas quoi, il y avait toujours quelqu'un qui allait faire une blague. Et donc il y a un truc de, tu vois, ça détend, au pire on aura bien rigolé, ça va. Enfin, on gère le problème, hein, mais ça le rend moins grave. Je comprends. Et t'as utilisé les biscuits pour faire de la communication interne ? Ouais, bah déjà, à tous les anniversaires. Dès qu'il y avait un anniversaire dans l'équipe, l'équipe de prod faisait un coffret de biscuits avec des phrases, private joke, de la personne, tu vois. D'accord. Et ça, c'était le jeu à chaque fois, parce qu'en plus, ça se faisait en cachette. Et quand oui, parce que la prod, elle est dans le même building, quoi, ce que tu disais. Exactement. Donc, à chaque fois, ils essayaient d'envoyer la personne ailleurs. Alors, après, quand c'était quelqu'un du marketing ou quoi que ce soit, c'était plus facile. Donc, à chaque fois, au déj, on avait le coffret de biscuits. Et du coup, tout le monde allait voir, alors, les biscuits, machin. Et puis, on s'offrait les biscuits. Et puis, comme, en plus, quand il y avait des biscuits cassés ou des colis qui revenaient, etc., en fait, on gardait les biscuits, nous, et on les mangeait. Bien sûr. En fait, on regardait les biscuits, les messages, on les prenait. Et puis, eux, ils t'en commandaient tout le temps aussi, hein. Pour leurs événements perso. Moi, j'en prenais tout le temps, et c'est ce qui me manque le plus, de ne pas avoir Chantilly Biscuit. Normalement, je serais arrivée là avec des biscuits, avec marqué Greg, je sais pas quoi. Tu vois. Tu me l'avais fait pour les 2 ans de Vlan, je crois, de mémoire. Tu avais fait des biscuits. Biscuits sans bullshit. Exactement, biscuits sans bullshit. Totalement. Quel conseil tu donnerais, je ne sais pas si tu as envie de donner des conseils, mais à des personnes qui sont en position de leadership et qui se posent des questions sur comment réengager leurs collaborateurs, parce qu'on sait aujourd'hui que l'engagement, il a jamais été aussi faible dans les entreprises, c'est 6% en France, c'est une étude de Gallup de 2024, donc c'est très récent. Ils ont fait une étude dans le monde entier pour connaître l'engagement des collaborateurs, donc les gens engagement, c'est les gens qui se sentent bien dans l'entreprise, etc. 6%. Ouais, donc c'est-à-dire que 94%, quasiment l'intégralité, ne se sentent pas très bien, ils sont là pour le salaire, et en fait, ils sont pas passionnés par leur travail, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens-là ? Enfin, pas aux gens pas les salariés, mais aux managers de ces gens-là. Moi, je dirais que je pense que j'aimais vraiment mon équipe. Tu vois, j'adorais les voir, ils le sentaient, et rien que ça, quand tu sais que tu es apprécié pour ton travail et pour ta personne, déjà, tu as plus de plaisir à bosser, et quelle que soit la tâche que tu fais. Et que tu te sens valorisé, mais vraiment. Après, je sais que plus les années passent et plus tu as de problèmes, de gens qui te plantent, de trucs, forcément, après, tu n'as plus envie d'aimer les gens et de faire plaisir. Mais moi, il y avait ce truc où j'adorais vraiment mon équipe, et ils le sentaient, et je pense qu'ils avaient envie aussi de faire pareil, parce que c'était vrai, en fait. Il y avait un truc sincère, et que j'aime la personne, et était plus importante que derrière le travail, tu vois. C'était vraiment... Après, dans ta famille, tu rentres, j'ai trouvé trop cool, trop drôle. Enfin, je sais pas, en fait, j'aimais passer du temps avec eux, quoi. Ouais, non mais... Ouais. Donc, et rien que ça, en fait. Et comme je pense qu'ils sentent qu'ils apportent quelque chose aussi en tant que personne, et plus... Comme on est dans une petite boîte, c'est plus facile, tu vois que tu as vraiment de l'impact dans ce que tu fais. En fait, tu vois, tu es direct en contact avec le client, tu n'as pas des strates et des strates où ça devient abstrait, tu sais même plus à quoi tu sers. Que nous, tu es contact direct. Après, moi, quand je recevais des messages sur Insta ou des mails, des gens qui me disaient « merci pour la commande », ils m'envoyaient des photos, je mettais dans le groupe WhatsApp. Donc, tu vois vraiment que les gens, ils aiment ce qu'on fait. Puis après... Eux, ils le renvoient aussi dans la boîte, et puis ils le créent après. Est-ce que tu as suivi des formations de management, de leadership pour mettre ça en place ? Non. Après, j'ai été accompagnée. Bon, au début, il y avait mon DG à un moment donné. Après, la boîte RH. Mais non, ça a été intuitif. Bon, j'ai fait plein d'erreurs aussi, hein, forcément. Il y a eu des moments où ça s'est mal passé. Mais je pense que c'était le truc de toujours me mettre à la place de la personne en face. Et d'être trop contente, toujours un peu émerveillée de ce qui se passe, et que c'est incroyable, que ça marche, et qu'on vende des blagues sur des biscuits, qu'on gagne de l'argent. C'était ouf. C'était quoi tes plus grosses erreurs, tu dirais ? De ne pas avoir fait partir des gens assez vite, je dirais. Parce que recruter quelqu'un où tu ne te rends pas compte sur un entretien, je pense que c'est normal, c'est impossible de savoir. En plus, forcément, tout le monde joue un rôle, etc. Mais quand ça ne se passe pas bien, d'attendre,
et d'attendre qu'il y ait trop de dégâts avant que de faire partir. Et j'aurais dû agir plus vite sur certains cas. Donc de ne pas hésiter à faire partir. Il y a un des épisodes. Dans des périodes d'essai même. Ouais, un des épisodes que j'ai fait avec Seth Godin, que tu dois connaître, qui dit ça. Il dit en fait le turnover, c'est pas un problème. Si les gens sont pas bien dans l'entreprise, il faut les laisser partir, il faut les faire partir. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu es visionnaire, quand tu es un leader et que tu as une idée en tête et que tu sais où tu veux aller, ceux qui veulent pas aller dans le chemin, c'est OK en fait. Oui, et puis si tu dis c'est OK pour cette personne de rester, en fait ça devient le nouveau standard quoi. Ouais. Et ça veut dire c'est OK pour tout le monde de faire ça, tout le monde le voit, on fait plus. Et puis après les gens ils te remercient de dire en fait effectivement on n'était pas bien avec cette personne, etc. Et du coup ils se sentent respectés. Exactement. Par le fait que tu fasses partir une personne. Exactement. Qui... moi ça je l'ai senti. On m'a dit des merci. Quand j'ai fait partir des personnes, vraiment, ouais. C'est marrant parce que tu pourrais te dire que ça pourrait drainer l'équipe vers le bas, entre guillemets, mais ça pourrait potentiellement si tu laisses la situation, entre guillemets, pourrir. Après, si tu fais partir un bon élément ou quelqu'un injustement, là, ça peut. Ouais, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Ça, c'est arrivé ? Non, ça m'est pas arrivé. C'est déjà arrivé que des gens veuillent partir, mais plus pour des raisons, tu vois, je déménage, mon mec est muté, OK, quoi. Mais bon, ça... Voilà. Mais de vraiment... un super élément qui me dise je veux quitter Chantier Biscuit, non, ou alors quand mon DG est parti, c'était pas facile parce que tout le monde l'adorait dans la boîte et personne l'a vu venir. En fait, c'était plus que lui et moi, on a fait notre cycle, tu vois. Comme un couple, à un moment donné, on s'entend plus, on est peignés, tu vois, et c'est normal. En fait, c'est un peu comme ça qu'on l'a présenté, en fait, dire là, on se sépare parce qu'on veut faire 2 voies différentes et on a expliqué pourquoi. Et puis derrière, en fait, ils comprennent, enfin... des adultes, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est triste, etc. Et il y a un côté changement qu'on n'aime jamais. Après, ce qui a été difficile aussi pour eux, c'était quand j'ai vendu la boîte, forcément. Là, énorme changement qu'il a fallu bien expliquer. C'est là que tu vas plus. Ah non, j'ai vendu en novembre et en février, c'était mon dernier jour. Ouais. Voilà. Donc c'est assez récent et tu ne retournes plus. Non. Mais en même temps, ils sont tous restés, plus ou moins, pour l'instant. J'en ai un qui est parti, mais qui est parti parce qu'il voulait monter sa boîte et il serait parti quand même. D'accord. Donc en fait, la culture que tu as réussi à mettre en place, on pourrait se dire que c'est hyper personnifié, mais en fait, ça fonctionne sans toi. Ah ouais, ça fonctionne extrêmement. Et même comme j'étais là qu'une semaine sur 2, déjà, il y avait ce truc où il y avait le... Ouais, il y avait de ouf. Et puis même, comme quand j'ai vendu la boîte, ils avaient ce truc au début de OK, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas encore ce qu'on gagne, on ne le connaît pas. Et en fait, ils venaient les uns pour les autres. Donc il y avait un truc de noyau, d'entraide renforcée, et ça a créé un lien. En fait, c'est dans les difficultés que se crée le lien. Même nous, je voyais, s'il y a une machine qui tombe en panne en prod, ou un client, il faut faire les biscuits en urgence, et qu'on est tous en galère, mais dans la même galère, c'est là où on se crée le lien, en fait. Hyper intéressant. Et c'était mes meilleurs souvenirs, moi, mes galères en prod. Parce que justement, on est tous en même temps, OK, il y a la poste qui arrive dans 5 minutes, il faut se dépêcher de faire le colis, il faut comprendre pourquoi là ça marche pas, le réparateur et tout. Et il y a un truc, on résout le problème ensemble, satisfaction collective d'avoir réussi. Et ça, c'était mes meilleurs moments. Sur le coup, t'es deg, mais après coup, et puis ça fait toujours une anecdote qu'on raconte 3 ans après. Ouais, tu te rappelles, là, la machine, et quand le four il marchait pas, ah ouais, c'est vrai, tu vois. Comme un jeu vidéo un peu. Exactement. Quand on en parle, j'ai envie de voir un jeu vidéo avec ça c'est le gros monstre. Non, mais... exactement. On a réussi à le battre. Donc, tu as expliqué les principes que tu avais envie de reprendre dans une future potentielle boîte. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais pas reproduire à l'inverse? Faire partir les gens plus tôt, ça j'ai bien compris. Ouais, faire partir les gens plus tôt. Potentiellement en tout cas. Ouais. Je pense que si je remonte une boîte, je ne la remonterai pas seule aussi. Je remonterai à 2. D'accord. Et justement, c'est plus facile de partager les décisions, les recrutements, décisions dans tous les sens, et de ne pas être trop seul à décider, et ça enlève le poids, ça partage même le projet, quoi. Et je suis sûre que... Bon, après, il faut que je trouve la bonne personne, etc. Mais parce qu'en fait, c'est ce que j'allais dire, quand tu vois les collaborations de start-upers en général, souvent il y a de la tension entre les deux, c'est-à-dire qu'ils sont complémentaires, mais c'est pas toujours très fluide avec son j'avais ça avec cofondateur. mon DG aussi, c'est des moments où ça se passe bien, des moments où on n'est pas d'accord. Mais ouais, après, on a toujours envie de faire ce qu'on n'a jamais fait, j'ai envie de dire. Toujours envie d'essayer l'autre truc. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, je pense. Et puis après, garder le fonctionnement avec... j'aimais bien l'agence en externe aussi, d'avoir quelqu'un qui est en dehors, où tout le monde, où les gens peuvent parler plus librement.
Et puis, je garderai aussi tous les moments, les déj avec l'équipe. Enfin, garder ce truc d'être ensemble, c'est un bon moment, en dehors d'un enjeu business, quoi. Est-ce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé qui t'a semblé... parce que je sais que tu y as réfléchi avant qu'on enregistre. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc dont j'ai pas parlé du tout et qui te semble hyper important de mentionner? Peut-être que je pense qu'ils voyaient que à la fin, c'est moi qui prenais le risque, quoi qu'il arrive. Tu vois, je suis... tous les problèmes qui se passent, à la fin, c'est le risque, il est moi, que ce soit dans l'image, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit un client. Et eux, je pense que ça leur donne de la liberté de faire, de se dire, en fait, à la fin, c'est elle qui prend. Enfin, pas dans le sens on va la mettre dans la merde, mais dans le sens où moi, je prends la responsabilité du truc. Je sais que quoi qu'il se passe à la fin, je suis responsable de ce qui se passe dans la boîte. Donc, je le prends et j'assume. Et eux, ça leur permet plus de liberté derrière. Après, ils assument aussi leurs erreurs, tu vois. Mais j'ai toujours assumé tout ce que Chantilly Biscuit a pu faire un peu de travers, soit de la com un peu à côté, soit un client qui a reçu ses biscuits en retard, ou j'en sais rien, tu vois. Ouais, mais j'assume la responsabilité de ce qui se passe dans ma boîte, quoi. Et je le mets pas sur les autres. Très clair, très clair. Merci beaucoup. Plaisir. C'était top. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Beaucoup de fraîcheur, de toute évidence. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode, dans 15 jours. À très bientôt.